demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de votre fidélité à TLC dans l'actualité de ce mercredi. La MONUSCO minimise toutes les menaces du 1-23 à l'approche du déploiement de sa brigade d'intervention. Dans sa vidéoconférence de ce mercredi, elle a confirmé que tout est donc prêt pour accueillir cette force. Le gouvernement vient de mettre à la disposition du Centre conjoint de fusion des renseignements et du mécanisme conjoint de vérification des moyens de locomotion de pick-up 4x4 ont été remis ce mercredi au secrétaire exécutif de la CRJL. Enfin, la journée mondiale de la Croix-Rouge a été célébrée avec faste en République démocratique du Congo. Le président national de ce mouvement a dressé un bilan élogieux de la présence de la Croix-Rouge en RDC et dans l'opinion, l'on salue le travail qu'abattent les secouristes, mais l'on déplore seulement le manque des moyens pour ces volontaires. Et ce sera tout pour les titres. Bonsoir. Une vidéoconférence a eu lieu ce mercredi au quartier général de la MONUSCO. 2 points ont figuré à l'ordre du jour. Il s'agit de la position de la MONUSCO face aux menaces du M23 concernant le déploiement de la brigade d'intervention et le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations perpétrées par les FARDC et le M23 à Goma et à Sake. Mariam Boya, Fallon Amissi et Cédric Ndimbo. À la MONUSCO, tout est fin prêt pour le déploiement de la brigade d'intervention dans les zones ciblées dans l'est de la République démocratique du Congo, confirme Félix Prosper Bass au cours de ses échanges avec la presse. Toutes les menaces verbales du M23 sont considérées comme du chantage, indique le porte-parole militaire de la MONUSCO. Cet état de fébrilité au sein du M23 depuis l'adoption de cette résolution, mais nous, en ce qui nous concerne, nous ne commentons pas ces déclarations du M23, nous restons concentrés sur les tâches qui nous ont été assignées par le Conseil de sécurité, notamment la protection des populations civiles, mais additionnellement avec le déploiement de cette brigade d'intervention. Quant au rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sur les violations de droits perpétrées par des militaires des forces armées congolaises et des combattants du M23 à Goma et à Sake, la MONUSCO énumère les recommandations formulées à l'endroit du gouvernement congolais. Le gouvernement de tenir compte des violations de droits de l'homme décrites dans ce rapport durant l'exécution de toutes les mesures de réforme du secteur de sécurité et de droit à la communauté internationale de continuer à soutenir les forces de défense de la sécurité congolaise pour ce qui est de la vérification du respect des normes relatives aux droits de l'homme afin qu'elles puissent assurer pleinement la protection des civils, notamment de les... La situation humanitaire a été également évoquée au cours de cette conférence de presse avec plus de 30 000 Congolais expulsés d'Angola pour séjours irréguliers. Toutes ces personnes vivent dans des conditions difficiles à Kamako. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo condamne avec la dernière énergie l'attaque perpétrée sur un de ses convois militaires entre Walungu et Bukavu qui a entraîné la mort d'un casque bleu pakistanais. La MONUSCO rappelle que les casques bleus sont avant tout au service de la paix ainsi que toute attaque délibérée contre eux constitue un crime de guerre. Suivez ce commentaire d'Éric Makoulou sous la voix de Mariam Boya.
Un casque bleu pakistanais a été tué hier mardi dans une attaque contre un convoi de la MONUSCO au sud Kivu. Dans un communiqué, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a indiqué qu'un convoi de casques bleus a été attaqué par des assaillants non identifiés. Pour sa part, Ban Ki-moon a condamné dans les termes les plus forts cette attaque et a rappelé que les attaques contre les casques bleus constituent un crime de guerre possible de poursuite devant la Cour pénale internationale. Il a demandé au gouvernement de la RDC de traduire les auteurs de ces crimes en justice. Une enquête a été initiée pour déterminer les circonstances exactes et les auteurs du meurtre. Le porte-parole de la MONUSCO au Sud Kivu l'a déclaré ce mercredi 8 mai à Bukavu. Selon ce porte-parole, le convoi pakistanais avait quitté la ville de Bukavu pour le territoire de Walungu afin d'y ravitailler d'autres soldats. Il est tombé dans une embuscade à Kamisimbi, à 12 km du chef-lieu du Sud Kivu, entre 18h50 et 19h. Une dizaine d'hommes auraient barricadé la route et il y avait eu des échanges de tirs entre le soldat de la MONUSCO et ces groupes d'individus non encore identifiés. Outre le meurtre du soldat pakistanais, 3 armes appartenant à ces contingents ont été emportées. Le casque bleu est mort après son rapatriement à Bukavu alors qu'il revenait des soins à l'hôpital de la MONUSCO il y a quelques années. Une patrouille de casques bleus indiens est tombée dans une embuscade d'hommes armés non autrement identifiés près du pont Mabenga. C'était sur la route Mabenga-Maimoto-Rwindi au nord Kivu. Lors de cet affrontement, un casque bleu indien grièvement blessé est mort de suite de ses blessures à Goma après son évacuation à l'époque. Bien avant cet incident, à Bunia, dans la province orientale, un casque bleu bangladais est mort dans une embuscade à Geti, à 50 km du sud de Bunia. 2 autres casques bleus les plus touchés avaient été évacués vers l'Afrique du Sud. Le scénario est le même. Des éléments armés estimés à une quinzaine avaient ouvert le feu sur la patrouille. Les casques bleus étaient à bord de 2 blindés et 2 jeeps entre Agdeba et Bunia. Une des 2 jeeps avait fait un tonneau parce que le conducteur avait été atteint par une balle. Mardi 7 mai 2013, à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, où il répondait à une question orale, Valérien Balouturandi, ministre provincial de l'administration du territoire et des affaires coutumières, a communiqué le chiffre de 27 groupes armés qui opèrent au Nord Kivu, parmi lesquels le M23, les FDLR et les ADF Nalu. Je vous le disais en titre, le gouvernement vient de mettre à la disposition du Centre conjoint de fusion des renseignements et du mécanisme conjoint de vérification des moyens de locomotion. C'est le secrétaire exécutif de la CIRGL, Toumba Loaba, qui a réceptionné ce don du gouvernement. Il s'est également exprimé par la même occasion sur le déploiement de la brigade d'intervention. Suivez. Les centres conjoints de fusion des renseignements et les mécanismes conjoints de vérification, 2 structures qui dépendent de la CIRGL, Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, sont équipées de 2 pick-up 4x4 double cabine. Ces gestes traduisent l'engagement pris par le gouvernement de la République d'appuyer les mécanismes de sécurité dans la région des Grands Lacs. C'est le secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Ntumba Loaba, qui a réceptionné les clés de ces engins roulants. La concrétisation de cette promesse et de cet engagement nous honore. Le secrétaire exécutif de la CIRGL s'est également exprimé sur le déploiement prochain de la brigade d'intervention de l'ONU. Le déploiement ne se fait pas en un jour, ça se prépare. Le contingent tanzanien, je crois qu'une première partie sera déjà là au mois de mai. Le contingent du Malawi devra quitter l'ONUCI pour venir ici en RDC. La brigade d'intervention de l'ONU est constituée de plus de 3000 hommes de troupes avec pour mission traquer toutes les forces négatives et groupes armés qui œuvrent dans l'est de la RDC. Jour J-6 pour les membres de la majorité, de l'opposition et de la société civile pour désigner leurs délégués dans la nouvelle commission électorale nationale indépendante. 3 composants de la CENI devront proposer 3 noms pour chaque poste qui leur est attribué. Cette disposition permettra au bureau de l'Assemblée nationale de veiller notamment à la représentation des femmes et des provinces du pays au sein de la future commission électorale. Les 3 places octroyées à la société civile dans la nouvelle structure de la CENI semblent susciter querelle entre les acteurs de cette composante. Ces derniers se pressent au portillon pour figurer dans la nouvelle structure de cette institution. Une attitude que juge des responsables Ferdinand
Kapanga espère en matière électorale. Chacun d'eux devrait mesurer la charge qui les attend et tenir compte de 9 principes, universels en matière électorale, des propos recueillis par Rossel Martin Bouyamba et Baby Malobo. Il faut éviter ce que Staline avait dit. Staline avait dit, ce ne sont pas ceux qui votent qui donnent le voix, mais ce sont ceux qui comptent le voix qui donnent le pouvoir. Il faut éviter ça. Donc nous avons besoin d'un organisme, d'un organe de gestion des élections qui sera dirigé par des personnes qui vont respecter les 9 principes et qui sont capables de donner les chances égales à tous les candidats pour que cette fois-ci, notre organe de gestion des élections soit un organe crédible. Il n'y a pas une quelconque expertise qui peut justifier que c'est moi, parce que j'ai l'expertise, je dois diriger la CENI. Non. Parce que nous avons des experts dans ce pays, dans tous les domaines, dans tous les services, mais le pays se porte mal. Donc, pour moi, ce qui compte le plus, c'est le respect de ces 9 principes. La situation économique a été évaluée ce mercredi lors de la Troïka financière au ministère des Finances. D'ici le mois d'août, le gouvernement sera en programme avec le Fonds monétaire international. Les perspectives de relance s'annoncent cependant bien. Doudou Ndombe et Jean Péquet. Selon la Troïka tenue ce mercredi, les indicateurs sont maîtrisés en dépit de quelques tensions sur les marchés de change. L'on note que les liquidités minières pèsent sur le taux de change. Le gouvernement s'investit dans la maîtrise de l'inflation et promet de la réduire jusqu'à 1% avant la fin de l'année. Avec tous ces indicateurs, la République démocratique du Congo parle déjà d'un programme triennal avec le FMI. Les facteurs de blocage sont maintenant derrière nous. Les instructions viennent d'être données pour qu'on complète très rapidement tout ce qui a été préparé concernant le plan de trésorerie, concernant la programmation monétaire et qui était fait pour 2013, que nous puissions le faire pour 2013, 2014 et 2015, de sorte que nous puissions boucler les éléments essentiels de notre programme qui seront le socle des négociations que nous aurons avec le Fonds monétaire international. À propos de la paye des agents de l'État, environ 240 000 enseignants seront bancarisés au cours du mois de mai. Le gouvernement s'emploie à remettre la pendule à l'heure au sujet de la question des exonérations accordées à certaines entreprises. Patrice Kitebi annonce la mise sur pied des missions d'audit en vue de faire la lumière sur les différents cas, cela pour permettre la traçabilité des recettes publiques. Cette annonce a été faite au cours de la 17e réunion sur le suivi et l'évaluation des recettes tenues ce mercredi en son cabinet de travail de Ndombe et Jean Péquet. Les assises sur le coulage des recettes sont passées, l'heure est à la mise en application des résolutions et mesures issues de ces forums. Patrice Kitebi veut d'abord mettre de l'ordre dans les dossiers des exonérations dont bénéficient les opérateurs économiques. Pour lui, environ 380 millions de dollars américains échappent au trésor public. Évidemment, là-dedans, il y a des exonérations légales, notamment au titre de la Convention de Vienne, mais les exonérations dérogatoires ont représenté quand même 15%. Et notre décision, notre volonté, c'est de réduire considérablement ces exonérations-là. Mais il n'y a pas que les exonérations dérogatoires. Il y a aussi toutes ces exonérations que les entreprises obtiennent au titre du Code des investissements et qui sont systématiquement renouvelées. Ça constitue aussi un autre visage du coulage de recettes. Le ministre délégué aux Finances a également déniché d'autres sources de financement pour accroître les recettes publiques. Il s'agit des portefeuilles des ministères de l'Environnement, de l'Intérieur et des Affaires foncières. Ils seront donc mis à profit pour la circonstance. Pour le mois de mai, les assignations s'élèvent à 320 milliards de francs congolais. Concernant les dossiers ITI et DGRAD, le ministre a indiqué qu'une bonne partie des recettes est déjà retracée.
Restons toujours dans ce secteur économico-financier pour dire que le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reconnu hier mardi sur les antennes des Rodeo Okapi qu'il y a un problème à examiner en profondeur avec le partenariat chinois. Depuis avril dernier, des rumeurs affirment que la banque chinoise China Exim Bank, qui finance les travaux de construction des entreprises chinoises en République démocratique du Congo, se serait retractée sans confirmer l'information. Le chef du gouvernement a évoqué une question qui nécessite un examen en profondeur. L'économie congolaise échappe à tout contrôle. La corruption, la fraude, la concussion, la mauvaise organisation et le détournement de deniers publics qui ont élu domicile ont du mal à disparaître. Ces mots sont tellement décriants tous les jours qu'ils en sont arrivés à perdre leur caractère choquant dans la société, ce malgré toutes les mesures correctives que tente de mettre en place le gouvernement. Commentaire de la rédaction avec Rossi Martin Bouyamba. Le gouvernement vient de publier des chiffres inquiétants où il démontre noir sur blanc que plus de la moitié des recettes de l'État sont accaparées par des individus. Donc, depuis des décennies, des milliards échappent au trésor public et des fractions entières de l'économie échappent à toute fiscalisation. Au cours des assises nationales sur le coulage des recettes, organisées du 2 au 4 mai 2013 à Kinshasa, le gouvernement a crié au scandale. Le Premier ministre a même cité en exemple quelques secteurs qui ont institué cette magouille en système, notamment les secteurs miniers et pétroliers et même l'informel. Après avoir dressé ce diagnostic alarmant, il faut donc des mesures drastiques pour éradiquer cette pratique honteuse qui non seulement n'honore pas le pays, mais prive le contribuable congolais de son dû. Car par rapport au train de vie du Congolais moyen, il y a bien un contraste. Pendant que les populations accusent les différents gouvernements qui se succèdent ces derniers temps de ne pas trop s'occuper du social, le domaine immobilier, lui, prend une ascension fulgurante comme jamais auparavant. À Kinshasa, par exemple, des maisons poussent comme des champignons, parfois sans normes urbanistiques. Mais là où les bas blessent, c'est l'origine douteuse de l'argent qui sert à ces constructions de nouveaux princes. Personne dans un pays en développement comme la République démocratique du Congo ne peut à ces jours prétendre construire en temps record un immeuble de plus de 6 niveaux avec son salaire, fût-il ministre, parlementaire ou mandataire d'une entreprise publique. Même ceux qui œuvrent dans l'informel auront de la peine à justifier l'origine de leur argent si vraiment une enquête minutieuse venait à être diligentée. Très peu, sinon personne, d'entre ces nouveaux riches qui se lancent dans les booms immobiliers n'ont obtenu des crédits bancaires pour ce faire. On les voit, ils fonctionnent souvent avec du cash dans leurs transactions. On aura beau louer les efforts qui se font dans ce domaine, mais tant qu'un contrôle sérieux ne sera pas fait pour fermer les vannes du coulage de recettes, l'État sera toujours le grand perdant de ces recettes. Le peuple avec lui, bien sûr. On ne lui dira jamais assez. La corruption et la fraude détruisent le civisme et la confiance du citoyen dans l'État et dans ceux qui le servent. Au lendemain de l'accident de l'autocar qui a terminé sa course dans la rivière Kalamou, accident qui a fait plusieurs morts et des dégâts matériels importants. Nombreux sont ceux qui ont déploré l'absence des garde-fous au niveau du pont Sendoué qui traverse le boulevard rénové qui porte le même nom. L'Agence congolaise des grands travaux a donné de la voix sur ce sujet. Charles Médard Ilunga, directeur général de cette agence, explique les raisons de ce manque de garde-fous sur ce pont. On l'écoute au micro d'Oscar Bakandoa et Blanchard Kandolo. La CGT a effectivement modernisé le boulevard Sendoué et dans le cadre de ce projet, la CGT a eu par exemple à construire le nouveau dallo au niveau de la rivière Kabu. Et là, nous avons construit totalement les dallos, donc le pont, et nous avons construit des garde-corps. Le garde-corps, il joue essentiellement le rôle de sécurité pour la circulation des piétons. Il n'est pas, les garde-corps, sa destination initiale n'est pas de retenir le véhicule. Il est vrai qu'il y a eu un accident que nous avons tous regretté sur le boulevard Sendoué, dû peut-être au fait que le véhicule n'a pas été retenu sur la rivière,
Mais je vous dis que nous n'avions pas réhabilité ce pont, c'est Dalo, nous ne l'avions pas réhabilité. Je vous dis qu'aujourd'hui, ce boulevard Sendoué est déjà entièrement remis à l'OVD, qui est le gestionnaire des réseaux. Donc la CGT a construit et a remis l'ouvrage. Il appartient donc à l'OVD, dans le cadre du programme d'entretien, d'imaginer un jour pouvoir dimensionner un garde-corps et le construire à cet endroit. Plus que 2 semaines pour la fin des travaux de réhabilitation de l'avenue Oshwe dans la commune de Kalamou. Toby Chalondoa, coordonnateur de l'UCOP, a voulu palper du doigt l'avancement des travaux débutés au mois de février. Selon le coordonnateur de l'UCOP, le mois de mai est le dernier pour achever ces travaux et l'ouvrage sera remis au gouvernement provincial. Rosawazi et Fiston Bini. Il ne reste plus que 3 semaines pour la fin de travaux de la réhabilitation de l'avenue Oshwe dans la commune de Kalamou. Le coordonnateur de l'unité de coordination de projet, Toby Chalondawa, est descendu sur le terrain pour s'enquérir du bon déroulement des travaux. Effectué par l'entreprise China First Highway Engineering, les travaux avancent plutôt bien, rassure le chef de l'équipe. Ces tronçons de 6,661 km est en plein asphaltage d'une épaisseur de 6 cm. Les habitants de ces quartiers s'en réjouissent. L'avenue de Matongé sont réhabilitées et nous demandons à toute la population d'Oshwe d'être derrière le président de la République. Nous commençons par remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ce que nous demandons à la population, c'est de bien conserver ce bijou. Après ces avenues du quartier Matongé, l'unité de coordination n'attend pas s'arrêter en si bon chemin, renseigne le coordonnateur de l'ICOP. L'objectif, c'était de réaliser 40 km de route asphaltée dans la ville de Kinshasa. Et les 40 km, le coût global, c'était 42 millions de dollars. Et pour la partie Matongé, c'est 4,6 km et le montant, c'est 3 800 000 dollars. La réhabilitation de ces avenues entre dans le cadre du projet d'urgence des réhabilitations urbaines et sociales Purus. Ceci s'occupe essentiellement de la réhabilitation et de la reconstruction de la voirie urbaine de certaines communes de la ville de Kinshasa. Assainissement de la ville, des mots pas très utilisés dans le vocabulaire quinois. Le programme d'appui à la réhabilitation et à l'assainissement urbain s'en va en guerre contre l'insalubrité. Une campagne de sensibilisation est lancée par cette ONG dans la commune de Ngiringiri en vue de donner la culture d'assainissement aux habitants de cette municipalité. Mejebi Bomba et bienvenue Kassa. Des actions de grande envergure pour rendre la ville propre. 9 communes sont concernées pour cette première étape. À Ngiringiri, Paro s'emploie déjà à implanter des stations de transfert pour une bonne gestion des immondices. Ainsi, la structure compte éliminer les maladies dues à la malpropreté afin de rendre l'environnement sain. Ce que nous allons demander à la population de Ngiringiri, le travail de sensibilisation se fait. Les sportifs le montrent par exemple. Il faudra que cette culture entre dans notre population, qu'il y ait un changement de mentalité à ce qui concerne la propriété des Ngiringiri. Des associations sportives sont mises à profit pour les travaux d'assainissement. Pour marquer leur collaboration, ces jeunes réunis au sein de l'association sportive de Ngiringiri ont organisé les combats de catch, boxe, karaté et taekwondo, une façon d'accueillir cette initiative. Cette campagne s'étend jusqu'au mois de juin 2013. Elle demande non seulement l'implication des riverains, mais on appelle surtout au changement des mentalités pour les résultats meilleurs. On va à présent parler de cette journée du 8 mai dédiée à la Croix-Rouge, placée sous le thème Croix-Rouge, action humanitaire. Cette 150e année a été célébrée avec faste par la Croix-Rouge de la RDC, l'occasion pour le responsable de ce mouvement de dresser le bilan de ses actions humanitaires. Jemima Mogo et Baby Malobo. Placé sous le thème L'action volontaire, le 150e anniversaire de la Croix-Rouge est une occasion pour ce mouvement de marquer un arrêt en vue d'évaluer ce long parcours.
Pour le président national de la Croix-Rouge RDC, le bilan est positif au vu des actions humanitaires que mène la Croix-Rouge. Dominique Lutoula exhorte tous les volontaires de continuer à assister les personnes les plus vulnérables. Et tout ce travail ne se fait non sans difficulté. Parfois, les situations de crise ne facilitent pas l'accès de nos volontaires aux personnes qui ont besoin de leur aide. Que pour accomplir sa mission d'assistance au secours, assistance et secours aux personnes les plus vulnérables, conformément à ces principes, notamment de neutralité et d'impartialité. Le choix du 8 mai pour la journée mondiale de la Croix-Rouge est dû à l'anniversaire de la naissance d'Henri Dunant, fondateur en 1863 de la Croix-Rouge internationale, et les conventions de Genève, lui qui a assisté sans discrimination les soldats de la bataille meurtrière entre Napoléon III avec les Autrichiens. C'est à partir de ce jour que les milliers d'hommes auront droit à ces gestes fraternels qui rendent moins cruelles les heures d'épreuve et de souffrance. Du côté de la population, certains Quinois rencontrés par nos reporters pensent que la Croix-Rouge joue un grand rôle en RDC, un rôle qui consiste d'assister les victimes de guerre. D'autres par contre affirment que cette organisation humanitaire n'arrive pas à faire son travail correctement sur terrain suite aux difficultés logistiques et financières. On les écoute au micro de Mariam Boya, Fallon Amissi et Cédric Kindimbo. Regardez ces hommes aux côtés des cadavres. Qui peut se permettre aussi facilement d'exercer un tel métier ? Qui peut se permettre de manipuler des corps inertes, des personnes inconnues? Ne voyons-nous pas comment les vivants s'éloignent des morts, surtout ceux découverts dans la rue? Des morts qu'on sort, des véhicules accidentés? Toutes ces interrogations nous emmènent à réfléchir sur le travail de la Croix-Rouge. Malgré tous les risques, les éléments de la Croix-Rouge, déconsidérés particulièrement par les Congolais, sont prêts à affronter le danger. Peut-on exercer ce métier dans le cadre de simple bénévolat ou ces personnes doivent être valorisées par les pouvoirs publics? À ce sujet, les avis sont partagés. Les agents de Croix-Rouge ne sont pas payés, sont mal entretenus, alors qu'il y a des gens qui sont dans des bureaux climatisés, qui gagnent beaucoup d'argent, mais ils prennent moins soin des autres agents qui font du travail sur le terrain. La Croix-Rouge joue son rôle réellement parce que l'autre fois, il y a eu un naufrage au Kassai là-bas. Et quand la Croix-Rouge veut dire des vérités, il y a aussi la politique qui barricade un peu. Donc, peut-être que les moyens ne sont pas vraiment réunis, c'est pourquoi le travail n'est pas vraiment à la hauteur. Rien à faire, les éléments de la Croix-Rouge méritent une considération au regard de leur travail que beaucoup d'autres personnes n'osent pas faire. À l'occasion de la 27e édition de la journée culturelle du théâtre, la compagnie Théâtre des Intrigants a organisé une journée culturelle avec pour thème Théâtre pour et par l'enfance et la jeunesse dans le but de rapprocher les enfants dans le monde du théâtre. Fanny Walelou, Brunel Lufungula et Fistambini. C'est dans les soucis d'immortaliser la culture congolaise que la compagnie théâtrale des Intrigants organise cette journée des activités culturelles. Placée sous le thème « Le théâtre est pour et par l'enfance et la jeunesse », cette sensibilisation se veut un cadre de rapprochement entre écoliers sur les différents thèmes. Elbas, coordonnateur de la compagnie théâtrale, se veut rassurant et confiant. De rapprocher les enfants, rapprocher les élèves, c'est-à-dire permettre aux élèves de différentes écoles de se rencontrer, de se connaître, d'échanger, découvrir ce que font les uns, parce qu'en découvrant le travail des autres, on se découvre soi-même et on se situe par rapport à eux. Donc voilà les objectifs de ce côté. C'est vraiment une fête de l'enfant, une fête entre enfants. Voilà. Les pas des danses et scénettes présentés par les élèves des différentes écoles ont clôturé cette deuxième journée culturelle. À présent, place à la revue de presse qui porte la signature de Rosa Wazi. L'interpellation du ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Raymond Tchibanda à l'Assemblée nationale, la fin de la tournée de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Mary Robinson, les deux sujets font la une de journaux parus ce mercredi, dont la capitale. Commençons avec les phares qui parlent de l'interpellation du ministre des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. L'accord d'Addis Abeba suscite de vives contestations. Il y a eu hier à l'Assemblée nationale un débat houleux sur les sujets.
Invité à débattre le dit accord devant la représentation nationale plus de 2 mois après sa signature, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda a essuyé des tirs croisés des députés aussi bien de l'opposition que de la majorité qui n'ont pas partagé l'optimisme affiché par le chef de la diplomatie congolaise, écrit le confrère. Le député Henri Thomas Lokondo a appelé le gouvernement, ajoute le potentiel à ne pas déroger aux prescrits de la Constitution. Quand un gouvernement va négocier un accord de ces genres, il faut qu'il y ait le quitus politique du peuple au travers le Parlement, a-t-il déclaré, s'appuyant sur les dispositions de l'article 214 de la Constitution. Aussi, pour l'élu de Mbandaka, contrairement aux assurances du ministre, les engagements de la RDC dans l'accord signé s'inscrivent dans la compétence de la souveraineté d'un État. L'accord est un peu déséquilibré, a-t-il constaté, en faisant la comparaison des engagements pris par la RDC par rapport à ceux du Rwanda et de l'Ouganda, renseigne le quotidien. Venons-en à la fin de la tournée des Mary Robinson avec l'avenir qui nous parle que la première mission de Mary Robinson en RDC s'est révélée un échec, a bien analysé son rapport adressé au Conseil de sécurité par vidéoconférence depuis Diblon. Elle déclare que la brigade agira de manière essentiellement préventive comme un élément dissuasif qui ne devrait pas mettre que des opérations militaires stratégiques limitées. Le décret de balkanisation est bien signé et livré par la grande porte en défaveur des Congolais. En acceptant d'embrasser la position de Paul Kagame, Mary Robinson crache sur le plus de 5 millions de morts en RDC et sa démarche est loin d'être crédible et n'inspire plus confiance aux Congolais, conclut le journal. Contrairement à l'avenir, le palmarès pense que cette tournée est une opportunité et des signes encourageants dans les efforts de rétablissement de la paix en RDC. Pendant ces temps, poursuit le journal, le M23 a mis au point un plan visant à couper les villes de Goma et de Bukavu à partir de la localité de Calais. L'isolement de ces deux villes entre dans la stratégie globale visant la reprise de la ville de Goma, annonce le confrère. Terminons cette revue de presse avec la prospérité qui renseigne qu'il ne reste plus que 7 jours pour proposer les candidats valables pour la CENI. C'est la course contre la montre à l'Assemblée nationale. Après la rencontre avec le président du groupe parlementaire lundi dernier, Obaminaku a rationalisé sa démarche en recevant hier, mardi 7 mai, le groupe politique concerné par la désignation de membres à la CENI ainsi que les confessions religieuses de la société civile. Un délai de 7 jours a été donné au groupe concerné par cette désignation pour mettre tout en ordre. Et c'est tout pour ce soir. C'est fini, ce journal prend fin ici. Merci de l'avoir suivi à Brazzaville et à Kinshasa. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas. Au revoir. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.